Voilà, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Levez les bras si vous m'entendez déjà. Bon, ça a l'air de marcher. Il y a plein de classes qui ont l'air de lever les bras. Voilà, alors certaines caméras sont éteintes chez vous, donc je ne peux pas tous vous voir, mais voilà, on va faire en sorte, on va commencer ainsi. Voilà, alors bienvenue à tous pour cet événement Cap au Sud, pour le lancement de Cap au Sud. Je suis vraiment très très heureux de tous vous voir ici regroupés. Donc là, on a 76 classes qui sont connectées plus ou moins, donc ça nous fait presque 1500 élèves réunis pour cet événement. Et donc, ça me ravit de vous voir tous autant que vous êtes. Alors, premièrement, déjà, pourquoi pas vous présenter un petit peu l'équipe autour de moi. Donc, moi, c'est Paul Ducommun et je m'occupe de Swiss Polar Class. Et qui s'occupe avec moi, il y a donc Anita Feyerabend, qui est juste là, voilà, qui est responsable de Swiss Polar Class, mais pour la partie suisse alémanique. Et nous avons ici un autre Oli qui nous donne un grand coup de main pour voilà, Cap au Sud, ce projet-là. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer la conférence. Hop, alors, tac, tac. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que vous pouvez lever les bras si vous voyez bien l'image? Oui, ça a l'air de marcher. Magnifique. Super. Alors, déjà, j'aimerais vous raconter un petit peu comment ça se fait qu'on se retrouve ici tous ensemble sur cet événement en ligne. Donc, nous, on est Swiss Polar Class et on travaille pour le Swiss Polar Institute. C'est Suisse, ça veut dire évidemment Suisse. Polar, ça veut dire polaire. Et Institute, ça veut dire institut. Donc, c'est le Swiss Polar Institute. Et si on met le mot dans les bons ordres, ça fait donc l'Institut polaire suisse. Cet institut-là, il a pour but en fait de soutenir la recherche dans les régions polaires. Parce qu'en effet, partir en Arctique ou en Antarctique ou en haute montagne, ça demande beaucoup de logistique, de moyens, et le Swiss Polar Institute est là pour pouvoir soutenir les scientifiques à faire de la science dans ces régions qui sont hostiles. Mais ce n'est pas tout. Évidemment, le Swiss Polar Institute a pour mission aussi de faire de la communication, d'organiser des événements. On organise aussi des expéditions. Et dans le outreach, donc vous allez voir juste ici, là, attendez, hop, ici, ça veut dire, en fait, c'est la communication. Il y a donc Swiss Polar Class qui est donc le programme pour les plus petits et c'est pour parler des régions polaires, en fait, pour vous. Donc, 5H à 8H, plus ou moins 8-12 ans. Donc, Swiss Polar Class, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a plusieurs activités. On a par exemple, en tout premier, les événements en ligne, comme on est en train de faire aujourd'hui. Donc, on réunit plusieurs classes et puis on fait généralement des conférences. Samuel Jacquard, il me semble que tu as été le premier à faire la conférence de cet événement en ligne il y a quelques années de cela. Nous avons aussi toutes sortes de contenus en ligne avec différents sujets où en fait vous pouvez découvrir les régions polaires à travers nos modules voilà, qui sont accessibles sur notre site internet. Nous avons aussi des visites en classe. Peut-être que parmi vous, je suis déjà venu dans votre école pour vous parler des régions polaires. Sinon, on organise aussi des événements dans des musées ou dans des institutions, comme par exemple, nous allons prochainement à Berne, au musée Alps, qui ont une exposition sur le Groenland, et on va s'y retrouver là-bas pour pouvoir faire quelques workshops. Et nous avons pour terminer une de nos dernières activités, et c'est donc le Swiss Polar Class Festival. Donc là, j'avoue, je profite un peu de vous avoir sous la main pour faire un peu de pub. Nous avons donc le Swiss Polar Class Festival qui va avoir lieu le 30 novembre, ici même à Sion, à Alpôle. Donc c'est une journée où on transforme tout le bâtiment là où on se situe en une grande fête où il y a plein d'expositions, des jeux, des activités, des conférences et plein d'autres choses autour des régions polaires. Et ça vous permet de découvrir les régions polaires à travers la science, à travers l'art, à travers le jeu. Donc voilà, c'est totalement gratuit, il suffit de s'inscrire. Donc n'hésitez pas si vous êtes par là. Alors certes, si vous êtes
Dans le Jura, c'est un peu plus long pour venir nous voir, mais c'est possible, bien évidemment. Voilà. Alors, si on continue un petit peu notre histoire, donc, d'où vient Cap au Sud? Comment est-ce que c'est arrivé? Donc, Cap au Sud, hein, c'est le programme que vous allez suivre. Donc, c'est arrivé comme ceci. Oliver Hare, que vous connaissez, que vous avez déjà sans doute vu en vidéo, qui est le navigateur professionnel qui va prendre le départ du Vendée Globe tout prochainement. Un jour, alors qu'il était en train de monter son projet Vendée Globe, il s'est dit, j'aimerais bien avoir un projet de science à bord du bateau pendant toute la course. Et c'est là qu'il a écrit, en fait, à l'Institut polaire suisse. Donc, après avoir lu son mail et sa proposition, on a trouvé que cette idée était vraiment formidable. Et donc, c'est pour ça que nous, le Swiss Polar Institute, on a envoyé un mail à la communauté scientifique. Parce qu'évidemment, le Swiss Polar Institute, on a un grand réseau de scientifiques qui travaillent dans les régions polaires ou voilà, dans ces régions-là. Et donc, on a fait une sorte d'appel à projet, c'est-à-dire que voilà, il existe un navigateur qui aimerait faire un projet. Est-ce que parmi vous, y a-t-il des personnes intéressées à vouloir monter un projet? Et il y a eu une réponse de la part de l'Université de Berne, de l'ETH Zurich et de l'Université de Lausanne, qui conjointement ont monté un projet qui est ce projet-là, donc un projet de science dont Samuel Jacquard fait partie avec l'Université de Lausanne. Et nous, Swiss Polar Class, en tant que programme pédagogique, on s'est dit, sautons sur l'occasion pour pouvoir reprendre cette course et en faire un projet qui s'appelle donc Cap au Sud. Voilà. Et c'est donc à travers tout ce cheminement qu'on se retrouve aujourd'hui tous ensemble sur ce Zoom géant pour voilà, faire cet événement en ligne. Très bien. Donc, Cap au Sud, aujourd'hui, on en est là. Il y a donc 164 classes romandes, donc, comme vous pouvez voir sur les petits points rouges sur la carte. Donc, il y a tous les cantons romans qui sont présents. Donc là, sur le Skype, sur le Zoom que nous sommes en train de faire, il y a des classes qui sont dans le Jura, à Neuchâtel, à Genève, en Valais, à Fribourg, dans le canton de Vaud, un peu partout. Ça fait un total de 3036 élèves. Donc, ça fait du monde. Alors, pas tout le monde est là, évidemment. Malheureusement, certaines classes n'ont pas pu se joindre puisqu'ils ne pouvaient pas, simplement. C'est pour ça qu'on est en train de enregistrer la conférence et on pourra ensuite leur envoyer pour qu'ils puissent quand même vivre cette conférence. Mais une petite parenthèse juste pour rassurer les professeurs, évidemment, aucun visage d'élève ne sera sur la vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et nous avons également 186 classes suisses-allemandes qui se sont inscrites à ce projet. Et donc, il y a tous les cantons suisses alémaniques qui sont représentés également. Ça fait un total de 3360 élèves, ce qui fait beaucoup. Donc, on a un total voilà, de 6396 élèves qui suivent Cap au Sud, ce qui nous ravit énormément. Donc, il y a des classes partout en Suisse, sauf au Tessin, bien évidemment, parce que malheureusement, nous n'avons pas encore le programme en italien, même si on aimerait bien. Mais bon, voilà. Donc, voilà, donc ça fait un paquet d'élèves qui vont pouvoir suivre Cap au Sud et ça nous réjouit. Et on se réjouit de vivre cette aventure avec vous aussi, de ce Vendée Globe et à partager tous ensemble. Donc, prochaine étape, c'est donc J-12. Et oui, Oliver Hare, là, il est en pleine préparation. Il est au Sable d'Olonne, qui est en France. Il est au village du Vendée Globe, où il y a tous les bateaux qui vont prendre le départ de la course et qui vont pouvoir prendre le départ de la course dans absolument 12 jours. Ensuite, vous pourrez suivre le 10 novembre, donc le départ de la course sur Internet ou à la télévision. C'est possible, hein. Il me semble que France 3 va suivre le départ de la course, mais si jamais sur Internet, vous pouvez aussi vous connecter et vous pourrez vivre en direct. Donc c'est un dimanche, donc vous pourrez peut-être voir ça avec vos parents. Si vous avez envie, vous pouvez leur demander. Et c'est un grand moment, hein, puisque cette course, ça a lieu tous les 4 ans. C'est vraiment
un événement important. Et donc, je vous invite vraiment à le suivre. Mais ne vous inquiétez pas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, la semaine qui suit après le départ, on va publier un module qui va retracer un petit peu le départ de cette course. Donc, vous pourrez voir cette vidéo et ce contenu avec vos professeurs respectifs une fois, si vous n'avez pas pu voir la course en direct le dimanche. Voilà. Donc, évidemment, on est tous avec Oliver, hein. Il ne faut pas oublier que le Vendée Globe, c'est la course la plus difficile au monde. C'est vraiment un gros challenge. Donc, on pense très fort à Oliver et on lui envoie tout notre courage pour pouvoir aboutir cette course. Mais voilà, je pense que c'est important d'être quand même réaliste, hein. Il faut savoir que il y a 40 navigateurs qui prennent le départ de la course du Vendée Globe et généralement, il n'y en a que 20 qui terminent. Donc, ça veut dire que c'est vraiment 50% de chances de réussir. Donc, on espère que Oliver réussira à finir le Vendée Globe et donc, on pense très, 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 très fort à lui. Évidemment, Oliver pense à nous aussi et aujourd'hui particulièrement. Donc, malheureusement, Oliver, il n'a pas pu se joindre à nous. Il faut imaginer que Oliver, il court dans tous les sens. Il est en train de améliorer son bateau. Il doit rencontrer la presse. Il doit ensuite parler avec des sponsors. Enfin bref, il a vraiment un emploi du temps extrêmement chargé. Et malheureusement, aujourd'hui, il est en déplacement pour parler, enfin, il a des rendez-vous un peu partout et du coup, il ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui pour vous dire un petit mot, mais il pense très fort à nous et en fait, il nous a laissé une petite vidéo. Donc maintenant, je vais vous passer une vidéo et j'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà. Alors, je vous passe la vidéo d'Oliver. Liebe Schulklassen, Chers élèves, je dois tout d'abord m'excuser sincèrement. Là, je suis en France et il reste seulement 12 jours avant le départ du Vendée Globe. Et comme vous pouvez peut-être l'imaginer, je suis très occupé par ici et malheureusement, je ne peux donc pas participer à cet événement en ligne. dabei zu sein. Ich muss mich auch noch dafür entschuldigen, dass ich Aussi, je m'excuse de ne faire ces vidéos qu'en allemand. Mon français est certes assez bon pour me débrouiller en France, mais malheureusement pas assez bon pour vous envoyer des vidéos intéressantes et sympas. interessante Videos zu senden, ist es leider nicht gut genug. Mir ist es aber eine Freude. Cependant, cela me fait énormément plaisir et c'est un honneur que tant d'élèves de Suisse m'accompagnent pour le Vendée Globe et participent à Cap au Sud avec Swiss Polar Class. C'est vraiment génial et cela me réjouit beaucoup. Es ist mir auch eine Freude, dass ich Ce sera un plaisir pour moi de vous envoyer régulièrement des vidéos dans les mois à venir afin que vous puissiez découvrir cette course, voir ce que c'est de naviguer seul, sans escale, autour du monde. die Welt zu segeln. Tschüss, bis bald. Au revoir et à bientôt à tout le monde. Voilà, est-ce que vous avez bien entendu la vidéo? Levez les bras si vous avez bien entendu la vidéo. Ah, magnifique, superbe. Donc oui, Oliver, il pense bien à nous et nous aussi, on pense bien à lui. Et en effet, en fait, pendant la course, il va pouvoir nous envoyer des nouvelles. Donc voilà, hein, on est loin de l'époque où là, aujourd'hui, on peut, grâce à la technologie, être en communication avec lui directement et il va pouvoir nous envoyer des vidéos directement alors qu'il est au milieu de l'océan. Donc c'est vraiment chouette. Et puis voilà. D'ailleurs, un petit mot en plus pour vous. Sachez que si vous le souhaitez, dès le départ de la course, vous aurez la possibilité sur notre site internet d'appuyer sur un petit bouton qui vous amène à un formulaire. Et si vous souhaitez poser des questions directement à Oliver, eh bien, vous pourrez donc nous envoyer et nous, on transférera ces questions à Oliver et il pourra voilà, répondre à vos questions. Alors, bien sûr, il ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que ça ferait, il a quand même du travail à bord, il ne peut pas passer son temps à répondre aux questions, mais il pourra tout de même en répondre à quelques-unes. Donc, voilà. Et maintenant, j'aimerais que nous passions donc, non, ça, voilà, place à la conférence de Samuel Jacquard.
Donc, un grand merci à Samuel Jacquard d'être présent, hein. Donc, Samuel Jacquard, c'est un océanographe. Il a passé, je ne sais pas, énormément de temps sur un bateau à récupérer des données pour étudier les océans. Voilà, Samuel a aussi participé au projet scientifique qui est à bord du bateau d'Oliver et il va nous raconter un petit peu plus sur ce projet-là. Un petit mot également par rapport aux questions. Donc, pour vous, les enseignants et enseignantes, il y a un petit bouton Q&R, enfin Q&R, qui veut dire questions et réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez simplement cliquer sur ce bouton et nous envoyer vos questions. Vous pouvez déjà le faire maintenant s'il y en a, et même pendant la conférence avec Samuel Jacquard, vous pouvez déjà lister des questions si vous voulez et nous envoyer. Puis nous, on va sélectionner et on va pouvoir faire donc une session questions-réponses juste après la conférence de Samuel. Et bon, alors bien sûr, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais on va regarder celles qui se ressemblent. Et puis voilà. Donc maintenant, place à la conférence de Samuel. Samuel, est-ce que tu es par là? Oui, vous m'entendez? Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous voyez la présentation? Est-ce que vous m'entendez? Alors oui, on t'entend bien. Mais vous ne voyez pas en présentation. C'est ça? Si on voit ta présentation, c'est tout bon. OK, parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Samuel Jacquard. Je suis professeur à l'Institut des sciences de la Terre à l'Université de Lausanne. Donc, je me trouve dans mon bureau, sous le stratus, comme nombreux d'entre vous, peut-être pas tous. Je suis évidemment ravi, très content de voir l'intérêt que suscite cette initiative et je remercie Paul et Anita, Oli aussi, pour l'organisation de cet événement. Donc, l'idée, c'est de vous fournir un petit peu de contexte, de contextualiser un petit peu la recherche qu'on va faire au travers des données qui seront récoltées par Oliver Hare, de vous expliquer pourquoi les océans jouent un rôle important sur la planète, notamment dans le système climatique. Et après, ben, je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Hum. Très bien. Donc, première chose à savoir, ce dont on ne se rend souvent pas compte, c'est que les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Et en fait, on ne se rend pas compte parce que dans la carte que je vous montre ici, en fait, c'est ce qui s'appelle une projection. Vous savez tous et toutes que la Terre est ronde. Ici, on a une projection, ce qui, en fait, rend les continents beaucoup plus grands qu'ils ne sont vraiment. Par exemple, l'Antarctique ici a l'air immense, hein, le continent antarctique. En fait, il est très grand, certes, mais pas aussi grand. Et c'est un peu ironique, hein. En fait, on appelle notre planète la planète Terre, on pourrait aussi bien l'appeler la planète océan, hein, vu l'importance que les océans jouent dans dans le système climatique. Donc, comme je disais, hein, les océans nous rendent de nombreux services, hein. Ils nourrissent, ils fournissent des protéines à une grande partie des habitants de la planète. Les océans sont utilisés pour une partie récréative, hein. J'imagine que nombreux d'entre vous sont déjà allés à la mer pour les vacances. Mais aussi, et de manière très importante, l'océan joue un rôle très important dans le système climatique. Donc, vous savez tous et tous que la Terre se réchauffe, hein, on parle de réchauffement climatique, et ce réchauffement climatique, il est lié à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, notamment du CO2. D'accord? Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que la planète Terre ou la planète océan est réchauffée ou chauffée par le rayonnement du Soleil, hein. Donc, on a les rayons du Soleil qui arrivent à la surface de la Terre, réchauffent la Terre, et en fait, une partie de cette chaleur après est piégée à la surface de la Terre, ce qui contribue à ce réchauffement. Et en fait, avec l'augmentation de cet effet de serre, avec l'augmentation de cette quantité de CO2 dans l'atmosphère, en fait, on a une isolation, si on peut dire, de plus en plus importante de la Terre. Et on peut dire, peut-être il y a 100 ans, 150 ans, ben, cette isolation, elle ressemblait un peu à une polaire qu'on mettrait quand on a froid. Et puis cette polaire, elle se transforme de plus en plus en une doudoune, d'accord? Et puis en fait, permet de garder de plus en plus de chaleur près de la Terre, ce qu'on peut trouver peut-être agréable en Suisse, mais évidemment, ce qui pose aussi beaucoup de problèmes, notamment dans les montagnes et les zones polaires. Ce réchauffement climatique fait fondre notamment les glaces et induit ou génère plein d'autres problèmes. Et en fait, ce que les gens souvent ne se rendent pas compte, c'est que le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, lorsqu'on voyage, lorsqu'on consomme des services ou lors de nos activités industrielles, en fait, une partie de ce CO2, hein, il y a à peu près un tiers qui est absorbé
par la végétation, dans les feuilles, dans les arbres, dans les sols, et un autre tiers qui est absorbé par les océans. Hein. Donc, sans le rôle important des océans et de la biosphère terrestre, la végétation, eh ben, on aurait encore bien plus de CO2 dans l'atmosphère. Et puis maintenant, si on se concentre un peu sur les océans, donc je dis qui absorbent à peu près 30% du CO2 qu'on émet, il y a deux mécanismes par lesquels les océans peuvent absorber ce CO2 de l'atmosphère. Hein. Donc, en fait, ce CO2 est dissous. J'aime utiliser l'image qui n'est peut-être pas parfaite, mais lorsque vous buvez une boisson sucrée qui a des bulles, ben, en fait, ces petites bulles, c'est du CO2 qui est dissous dans ces boissons-là. Ben, c'est un petit peu la même manière. Hein. Un gaz peut se dissoudre dans les océans. Et en fait, après, une fois qu'il est dissous dans les océans, notamment en profondeur, eh ben, il reste piégé là et il n'est pas réémis vers l'atmosphère. Et il y a deux mécanismes par lesquels ce CO2 peut être piégé ou dissous dans les océans. Un, via ce qu'on appelle la pompe biologique. Hein, donc, au même titre que la végétation terrestre, les feuilles, les arbres, comme je disais, les prairies absorbent du CO2, eh ben, dans les océans ou dans les lacs, on a des algues, c'est aussi de la matière organique, qui sont beaucoup plus petites. Eh ben, elles absorbent aussi du CO2. Et une fois que ces algues, elles meurent, eh ben, en fait, elles vont être transportées au fond des lacs, au fond des océans. Et puis, ce CO2 va en fait rester piégé au fond des océans. Donc, ça, c'est un aspect. Donc, je vous donnerai un petit peu plus de contexte après parce que c'est cet aspect-là, sur ce mécanisme-là qu'on travaille dans le cadre de nos activités de recherche. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle une pompe physique, hein, donc qui est liée à des mécanismes physiques. Et en fait, le CO2 peut simplement être dissous hein, dans l'eau de mer, notamment lorsque l'eau de mer est froide et lorsque les conditions sont agitées, lorsqu'il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues. Hein, donc, vous pouvez déjà imaginer que dans ce contexte-là, les zones polaires jouent un rôle très important parce qu'évidemment, la mer est très froide, il y a des icebergs, il y a la banquise, et puis en plus, c'est des zones où il y a beaucoup, beaucoup de vent et les mers sont souvent très agitées. On va revenir à ce point un peu plus tard. Donc, juste pour vous dire un petit peu ce que nous, on fait comme activité de recherche, on collabore beaucoup avec l'Institut polaire suisse. Je vous montre un exemple ici. Donc, on s'est rendu sur le terrain au Groenland, donc en Arctique, hein, au nord, enfin, auprès du pôle Nord, on va dire, cet été. Puis, on a travaillé sur un bateau que vous voyez ici à gauche, un bateau qui s'appelle le Forel. Donc, il y a un bateau à voile, mais qui a été transformé en un bateau de recherche scientifique. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise cet appareil-là qui s'appelle une rosette qui est équipée de différentes bouteilles d'environ 10 litres. Hein, vous pouvez voir ici au gris. Et puis, ces bouteilles, elles vont être déployées ici le long d'un câble dans l'océan. Et on va pouvoir récolter des échantillons d'eau à différentes profondeurs. Hein, il y a aussi des échantillons de carbone. On va pouvoir estimer, mesurer combien de carbone en fait, est piégé à différentes profondeurs dans la colonne d'eau. Et puis, en fait, tous ces indices-là vont nous permettre de mieux comprendre comment les océans vont évoluer et si ces océans vont être capables de stocker du carbone à l'avenir à la suite du réchauffement climatique. Donc, quelque part, on est un petit peu les détectives du climat. Hein. On a besoin d'indices et puis ces indices-là, c'est des observations, des mesures scientifiques qu'on fait une fois qu'on se rend sur le terrain. Voilà, maintenant, si je vous montre une carte un peu compliquée, si vous reconnaissez de nouveau la même projection, la même carte que je vous ai montrée tout à l'heure. D'accord? Vous avez ici l'océan Atlantique. Hein, donc, Oliver Hare va partir des Sables d'Olonne. Par ici, la Suisse se trouve là, si vous voyez mon curseur. Et puis, vous voyez ces différentes couleurs. Hein, on a les couleurs rouges. Et puis, on peut voir que ces couleurs rouges, en fait, se trouvent un peu dans les zones tropicales, hein, dans les zones où les océans sont chauds. Et vous avez des couleurs bleues ou violettes ou vertes dans les zones polaires. Et bien, en fait, ces zones bleues montrent les régions dans lesquelles, en fait, l'océan absorbe du CO2. Hein, lorsque le CO2 va de l'atmosphère dans les océans, et les zones rouges, c'est le contraire. Dans les zones chaudes, en fait, les océans réémettent. En fait, il y a du carbone qui est transféré des océans à l'atmosphère. Donc, si on considère la problématique climatique, ben, on se rend vite compte que les zones les plus importantes dans l'absorption du CO2, eh ben, c'est les zones polaires. D'accord? Et notamment, en particulier, cet océan austral autour de l'Antarctique qu'on voit ici, hein, qui est immense et qui joue un rôle très important. Le problème, si on veut, c'est que cet océan austral, cet océan autour en cercle qui entoure l'Antarctique, eh bien, il est très mal connu. C'est compliqué d'y aller, les conditions météo sont compliquées. Et je vous montre juste une carte ici. Vous avez ici toutes les mesures
la quantité des mesures de CO2 dissous dans l'océan, hein, qui ont été faites par les différents scientifiques. Donc, les zones en rouge, ici, sont les zones où on a beaucoup, beaucoup de données qui sont relativement bien connues. Puis après, les zones en jaune ou en blanc sont les zones qui sont beaucoup moins connues, hein. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de scientifiques en Europe, aux États-Unis. Donc, les différents phénomènes ou les différentes mesures ici dans l'Atlantique Nord, dans le nord de l'Atlantique ou même autour du Japon, par exemple, ici, sont très bien connus. Mais si on regarde un peu dans l'hémisphère sud, donc au sud de l'équateur, eh ben, on se rend compte que ces zones, sont méconnues. Et puis, il y a beaucoup moins de données pour comprendre les mécanismes qui s'y passent, hein. Donc, je disais, parce que c'est loin, l'océan austral est en fait loin de toutes les zones continentales, à l'exception ici peut-être de l'Amérique du Sud. Et puis, c'est coûteux, c'est long et c'est compliqué pour y aller. Donc, c'est ce qui explique un peu pourquoi euh, ces océans restent méconnus malgré leur rôle très important dans le système du climat. Alors, si on regarde maintenant le parcours du Vendée Globe, le parcours que va emprunter Oliver Hare et ses concurrents, hein, et ça tombe bien, et parce que, en fait, ici, vous voyez ici la trajectoire que les bateaux vont emprunter, ça tombe bien parce qu'il va faire le tour de l'Antarctique. Et en fait, comme je disais, c'est une zone qui est méconnue. Et en fait, par conséquent, on va profiter du fait qu'Oliver Hare, on espère, va naviguer autour de l'Antarctique, de cette zone méconnue qu'est l'océan austral, pour nous fournir des données. Il va faire des mesures à bord de son bateau. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et puis, toutes les 2, 3 semaines, il va nous envoyer ces données, ces mesures qu'il a faites pour qu'on puisse mieux comprendre comment l'océan en fait, évolue en fonction du changement climatique et comment et dans quelle mesure il absorbe du CO2. D'accord? Donc, on voit très bien ici, il va descendre, il va aller au sud de l'Atlantique et puis ici, au sud de l'Afrique du Sud, là, au Cap de Bonne-Espérance, il va emprunter une trajectoire qui va lui faire faire tout le tour de l'Antarctique et puis il va remonter dans l'océan Atlantique. Alors, comment ça se passe? D'accord? Donc, vous voyez ici le bateau d'Oliver Hare, hein, il est tout seul à bord. Vous pouvez bien imaginer qu'il n'a pas beaucoup de temps à nous accorder pour prélever des échantillons. Donc, c'était aussi, il a contacté, comme disait Paul, il a contacté le Swiss Polar Institute et en disant, oui, moi, je suis prêt à mettre à disposition mon bateau, mais je peux consacrer maximum 10 minutes par jour au programme de recherche parce qu'effectivement, il a plein d'autres choses à faire. Et d'ailleurs, hein, il nous disait, moi, ça m'impressionne toujours, il dort très peu, hein. Il a tellement de choses à faire à bord, il doit régler ses voiles, regarder qu'il rentre en collision avec différents objets qui peuvent être à la surface de l'océan. Il dort peut-être 3, 4 heures par jour. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé ici, pas vous montrer trop le détail, mais une boîte ici, hein, à l'arrière de son bateau. Et puis, cette boîte contient différents types d'appareils qui vont faire en fait des mesures automatiques. D'accord? Lui, il n'a pas grand-chose à faire. Des mesures automatiques, donc c'est des instruments qui ont été créés exprès pour ces bateaux de course. Ils sont très légers, ils utilisent très peu d'énergie. Et en fait, la manière dont ça se passe, en fait, l'eau, il y a une petite pompe, et l'eau, la surface de l'océan est aspirée par cette petite pompe qui se trouve dans la quille du bateau, donc sous l'océan. Et puis l'eau va être pompée et va être transférée dans tous ces appareils là qui se trouvent dans cette boîte, la grandeur d'une petite valise, on va dire. Et puis, en temps réel, on continue, va permettre des mesures très précises de température, la salinité, la chlorophylle, donc la quantité d'algues produites à la surface de l'océan, et aussi des mesures de CO2, donc de dioxyde de carbone dissous dans les océans. Donc, toutes les 30 secondes, il y aura une mesure qui sera effectuée. Ces mesures vont être stockées dans un ordinateur. Et puis, comme je disais, toutes les 2, 3 semaines, Oliver Hare va pouvoir nous envoyer ces données et puis nous, on pourra les analyser quasi en temps réel avec un petit peu de retard, hein, 2, 3 semaines de retard. Et puis, avec mes collègues de Zurich et de Berne, et on va fournir en fait des cartes et des analyses de ces données aussi en temps réel et puis en expliquant un petit peu ce que ces données signifient. Donc, pour nous, évidemment, c'est assez extraordinaire pour nous de participer à un projet comme ça, mais il a aussi vraiment une valeur scientifique parce que le bateau d'Oliver Hare et ses autres concurrents vont en fait naviguer dans une zone dans laquelle les bateaux, que ce soit les voiliers ou même les bateaux commerciaux ou même les bateaux de recherche vont rarement. Donc, c'est vraiment une super opportunité. On espère que Oliver Hare pourra finir sa course, en tout cas finir sa navigation autour de l'Antarctique pour pouvoir nous fournir toutes ces données.
Voilà, j'espère que vous avez un peu compris un petit peu le contexte de ce projet collaboratif, hein, qui est un peu inédit, et puis pour nous, qui est vraiment très différent de ce qu'on fait d'habitude. Et puis, ben, je me réjouis de répondre à vos questions, qui j'espère seront nombreuses. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, voilà, je me réjouis de répondre à vos questions. Merci. Merci infiniment, Sam. Alors, je pense qu'on peut tous l'applaudir pour cette petite conférence. Alors, évidemment, tu vas pas entendre les applaudissements, mais, mais je pense que tu peux les voir. Magnifique. Alors, nous allons donc pouvoir passer aux questions. On a eu plein de questions. On va donc devoir choisir. Malheureusement, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais on a une première question, par exemple, de Laura Petrucci, de la classe de Laura Petrucci, qui demande comment dorment les navigateurs. Alors, évidemment, Samuel, toi, tu as navigué aussi. Je ne pense pas que c'était dans les mêmes conditions que le Vendée Globe. Mais est-ce que tu voudrais répondre à cette question? Est-ce que tu sais? Est-ce que Oliver t'en a déjà parlé? Alors, c'est une question qui m'a aussi beaucoup intéressé parce que on a pu voir son bateau il y a à peu près une année. Et il faut s'imaginer que ce bateau, évidemment, ils font la course un petit peu au kilo, hein, et donc il y a le moins de choses possibles à bord. C'est pour ça aussi que c'était très compliqué d'implémenter ces appareils de mesure parce que ça rajoutait du poids. Donc il faut s'imaginer que c'est une coquille vide, hein, de fait, c'est une coque vide. Il n'y a pas grand-chose. Et en fait, il dort sur un de ses gros coussins, un de ses fat boys, un de ses gros coussins, et puis il dort par intervalle de 20 à 30 minutes. Donc il y a tellement de choses à faire. Ils ont des pilotes automatiques un peu. Et il dit toujours que le bateau va moins vite lorsqu'il dort, parce qu'il y a toujours des petits réglages à faire et tout. Et en fait, alors ils apprennent à vivre avec ce manque de sommeil, mais moi, une petite anecdote qui m'avait frappé, donc il y a des alarmes partout, hein, pour surtout pas qu'il oublie de se réveiller, ils sont tellement fatigués, ils pourraient dormir 2 jours de suite, hein. À un moment donné, donc il y a des alarmes qui sonnent partout pour le réveiller. Et en fait, s'il ne se réveille pas, il a une montre spéciale qui porte tout le temps. Et en fait, s'il ne se réveille pas, elle lui fait un choc électrique très fort. Si les alarmes ne suffisent pas pour le réveiller, ben justement, cette montre-là, elle s'assure qu'il va se réveiller. Donc, c'est pas très confortable. Moi, je pensais qu'ils avaient un lit, au moins un Mac dans leur bateau. Mais non, donc il dort sur un coussin géant, vraiment à coup de 20 à 30 minutes. Donc, c'est pas très confortable. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une autre manière de dormir, hein. Nous, on a l'habitude de dormir d'une traite 8 heures d'affilée. Ben lui, il fait ses 8 heures finalement, mais à coup de 20 Ouais, minutes. ou 4 5 heures par jour au maximum, hein. Ouais. C'est clair, en tout cas, ouais, c'est pas très reposant de faire un Vendée Globe, pour être honnête. Nous avons une autre question d'une classe de Beauregard à Neuchâtel. Et la question, c'est combien de litres d'eau vont être analysés pendant la course? Ou alors, je ne sais pas si tu sais le nombre de litres, mais le nombre de données qui va être prises pendant la course. Alors, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas répondre sur le volume d'eau qui va être analysé parce qu'il faut se rendre compte que, en fait, l'eau, elle est, et peut-être j'aurais dû le préciser, l'eau, elle est vraiment aspirée ou pompée à travers ces différents instruments, hein, analysée en continu. Puis après, ben, l'eau, en fait, elle est rejetée dans l'océan. Donc, il n'y a pas d'échantillons d'eau qui seront gardés à bord. Ça, évidemment, ça serait pas possible de le faire. On espère qu'on aura à peu près 700 à 800 000, donc oui, 700 à 800 000 données distinctes, donc pour auto qu'il finisse son périple. Comme je disais, là, il y a une mesure à peu près toutes les 30 secondes qui est faite. Donc, on aura vraiment énormément de données. Donc, ces données, à chaque point de mesure, on aura les données de pression, de température, salinité, concentration de chlorophylle et concentration de CO2. Mais aucun échantillon sera effectivement gardé. Donc, c'est vraiment que des mesures qui sont faites à bord. Et une fois que ces mesures sont faites, ben, les données sont stockées sur l'ordinateur et puis les échantillons d'eau ben, sont rejetés à la mer. 800 000 données. Ben, ça va faire du boulot pour analyser tout ça après, hein. Merci beaucoup, Samuel. On a une autre question assez intéressante de Aurore Moi Hermelin qui demande pourquoi trouve-t-on plusieurs océans alors que finalement il n'y en a qu'un seul? Qu'est-ce que c'est quoi ton avis, Samuel, là-dessus? Alors, effectivement, c'est une bonne question de mots, c'est une bonne remarque. On subdivise, comme j'ai montré sur la première carte, hein, les différents océans par zone géographique. Mais de fait, ils sont tous connectés. Et d'ailleurs, ils sont connectés via l'océan austral, donc au sud.
Donc, pour insister encore plus sur l'importance de cet océan-là. Mais de fait, il y a effectivement un seul océan parce qu'ils sont tous connectés. Magnifique. On a une question de aussi Annick Métraillé qui demande, est-ce que le bateau peut toucher un iceberg et couler? Alors, peut-être que là, oui, je ne sais pas si tu sais, Samuel. Alors, bon, on n'espère pas. Évidemment, une des grosses problématiques lorsque le bateau se trouve dans l'océan austral. En général, la direction de course, en fait, pour répondre à la question en détail, les navigateurs aimeraient aller aussi proche possible du continent antarctique, hein, c'est là que les vents sont les plus forts, mais la direction de course, en fonction des icebergs qui s'y trouvent, en fait, définissent une zone dans laquelle les navigateurs ne peuvent pas aller, justement à cause du danger que représentent les icebergs. Mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des icebergs isolés qui se trouvent sur la trajectoire des bateaux. Alors, c'est aussi une raison pour laquelle ils dorment peu, parce qu'ils doivent être vigilants. Et puis, ils ont tout un système d'alarme, de radar, etc., qui les avertit à l'avance de la présence éventuelle d'iceberg. Mais c'est un danger tout à fait présent et qu'ils ont évidemment en tête à chaque fois qu'ils naviguent, qu'ils rentrent dans ces eaux de l'océan austral. Tout à fait. Et puis c'est vrai que c'est pas un bateau qui est fait pour résister à des chocs, hein. C'est un bateau qui est fait pour aller vite, donc léger. Donc forcément, c'est assez fragile. On a une autre question. Ah voilà, de Thierry Corpato, qui demande en fait comment est-ce que les données sont transmises depuis le bateau jusqu'aux universités, enfin jusqu'à toi, Samuel. Est-ce que vous avez les données en direct ou est-ce que vous les avez dans un deuxième temps? Alors, la façon dont les données sont transférées via Internet, hein, donc ils ont une connexion Internet à bord via satellite. Donc, donc les données sont pas, on les reçoit pas en direct. Donc, c'est vraiment par paquet de données. Et l'idée, c'est que, donc, comme je disais, ces différentes mesures, ces différentes données, elles sont enregistrées sur un ordinateur, sur une carte mémoire. Et puis, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, quand Oliver aura un peu de temps, eh ben, il prendra ces données puis il les enverra via Internet. Donc, on va les recevoir par email, comme vous recevriez des photos de vacances mais donc, ce sera vraiment transféré par Internet. On aurait pu avoir une connexion continue, en direct, mais ça prenait trop de bandes passantes. Et puis, bah, lui, il a d'autres chats à fouetter. Donc, on recevra un quasi direct, on va dire. Incroyable. Même au milieu de l'océan, c'est possible de recevoir des données. On a pas mal de questions aussi par rapport à la nourriture. Alors ça, peut-être je peux y répondre. Alors en effet, il faut s'imaginer que Oliver Hare, il va pas avoir une très grande cuisine avec des produits frais. Non, évidemment, le but c'est d'être le plus léger possible. Donc, il va avoir de la nourriture qu'on appelle lyophilisée, qui est séchée. Et il doit juste mettre de l'eau chaude dedans. Et du coup, après, il va pouvoir manger ça. Donc, c'est pas la meilleure expérience culinaire de sa vie qu'il va avoir durant son Vendée Globe. Et d'ailleurs, je me demande à mon avis, il est en train de profiter cette semaine de bien manger et de profiter de bons repas avant de partir pour plusieurs mois de nourriture séchée. Sinon, il y a aussi d'autres questions qui sont en rapport avec, par exemple, les toilettes, etc. Alors, tout ça, vous trouverez toutes les réponses dans le module 2 qu'on a publié il y a 3 semaines. On a ensuite une autre question euh, de Dorothea Sullivan. Si quelqu'un tombe à l'eau, est-ce que quelqu'un vient l'aider? Donc, en effet, ça, c'est une vraie question de les dangers, parce qu'ils sont tout seuls, hein, ils ont pas d'assistance. Mais en cas de force majeure, s'il y a un accident, comment ça se passe? Samuel, est-ce que tu as une idée? Oui, alors c'est le plus gros danger, hein. Donc, ils considèrent toujours que, comme ils sont seuls à bord, s'ils tombent à l'eau, en gros, c'est quasiment, enfin, je veux dire, ils doivent éviter à tout prix de tomber à l'eau. Donc, si un concurrent qui se trouve à proximité immédiate, ben, peut venir les sauver. Mais notamment dans les océans du Sud, ben, il fait très froid. Et le fait de tomber à l'eau signifierait quasi une mort certaine. Donc, ces navigateurs et navigatrices s'attachent, hein, sont toujours attachés quand ils se promènent sur le pont. Et donc, plus que les icebergs ou plus qu'un éventuel chavirement, c'est vraiment cette idée-là de ne pas passer
à l'eau, hein. Donc, vraiment, ils sont tout le temps attachés avec des filins de sécurité, etc. Donc, Tout à fait. Alors après, il y a déjà eu des histoires dans l'histoire des Vendée Globe qu'un navigateur parte seul et rentre à deux parce que, évidemment, que s'il y a un concurrent a un problème, a cassé son bateau, qu'il est en train de couler, les bateaux les plus proches reçoivent une alerte et ils peuvent aller le secourir aussi. Donc, c'est déjà arrivé qu'il y ait des bateaux qui finissent avec deux personnes à bord pour terminer la course parce qu'évidemment, on privilégie la sécurité et la vie humaine avant tout. Samuel, on a une question pour toi de la classe de Lorraine Cacamo qui demande depuis combien de temps tu es océanographe? bonne question, ça fait longtemps. Donc, j'ai fait des études de sciences de la Terre, donc je suis géologue à la base. J'ai fait mes études ici à Lausanne, il y a une trentaine d'années déjà, 25-30 ans. Et puis, j'ai toujours eu un intérêt particulier pour les questions liées aux océans. D'abord, j'ai travaillé sur des questions plus géologiques, hein, sur des sédiments marins qu'on trouve au fond des océans. Et puis, maintenant, je travaille aussi beaucoup dans l'océan. Donc, ça fait un paquet d'années. Magnifique, merci beaucoup Samuel. Il y a aussi une autre question qui demande à quoi servent les données liées à la salinité? C'est une bonne question. Donc, si on va rentrer dans le détail, la capacité d'un océan ou d'un fluide, hein, d'une solution à absorber du CO2 est dépendante de sa température. Comme j'ai dit, hein, une eau qui est très froide aura tendance à absorber plus de CO2, mais c'est aussi un petit peu dépendant de sa salinité, hein. Plus il y a de sel dans l'eau, moins l'océan pourra absorber de CO2. Mais le paramètre important, ce qui définit vraiment la capacité des océans à absorber du CO2, c'est leur température. Ce qui fait qu'avec le réchauffement climatique, hein, les océans se réchauffent évidemment moins rapidement que les surfaces terrestres, mais à terme, on pense que les océans ont une capacité moindre, plus faible, à absorber du CO2 parce qu'ils vont se réchauffer. Mais c'est un peu la même chose avec la salinité. Très bien, merci beaucoup. On a une classe aussi de Monsieur Giacomo Michella qui demande si ils font des pauses pendant la course ou bien le bateau navigue-t-il toujours? Eh bien, en fait, il faut savoir que non, il n'y a pas de pause, il navigue en permanence. Et d'ailleurs, c'est une des règles primordiales du Vendée Globe. C'est assez simple, en fait. Vous n'avez pas le droit de poser le pied à terre et vous n'avez pas le droit à d'assistance. Donc, c'est-à-dire que ils peuvent pas faire à un moment donné une pause, aller dans un port, aller. Non, non, ils doivent. Et cela, ça voudrait dire qu'ils seraient disqualifiés. Donc, ils sont en permanence sur l'eau et ils n'ont pas le droit d'assistance. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de demander de l'aide à quelqu'un pour pouvoir réparer le bateau. Le seul moment où ils ont le droit d'appeler de l'assistance, c'est un médecin au cas où ils sont malades. D'ailleurs, ça a été une des questions de plusieurs classes, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de maladie? Eh bien, ils peuvent appeler leur médecin et puis là, ils peuvent avoir des conseils pour pouvoir se soigner et puis prendre la décision s'ils continuent ou s'ils abandonnent. Et au même titre qu'il y a d'autres questions de certaines classes aussi par rapport à s'il casse le bateau, eh ben, il peut réparer son bateau tout seul. Mais voilà, il n'a pas le droit de demander de l'aide, sinon il est disqualifié. Voilà. Ensuite, nous avons une autre question. Quelle hauteur peut faire les vagues lors de tempêtes? C'est une question de Nicole Joie. Et en fait, Samuel, je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Quelles sont les vagues qu'ils peuvent atteindre dans leur itinéraire? C'est une bonne question, hein. Dans l'océan Atlantique, mais déjà, rien que quand ils partent dans le golfe de Gascogne, l'approche du départ en Bretagne, hein, les vagues peuvent être très importantes, évidemment dans l'océan austral, hein. Donc, les vagues peuvent atteindre peut-être 10 mètres de hauteur, hein. Donc, c'est vraiment c'est presque plus haut que le mât, hein. Donc, c'est aussi des zones qui sont très dangereuses. Alors, quand il y a des vagues, il y a souvent du vent. Donc, souvent, les navigateurs sont tentés mais lorsque les vagues sont trop importantes, ben, en fait, les navigateurs essaient d'éviter le secteur. Mais les vagues peuvent être vraiment très, très importantes. Et il y avait une question aussi d'une classe de Fribourg qui te demandait si toi, Samuel, tu as déjà fait des études, enfin, si tu es déjà allé faire des recherches dans l'océan austral. Alors oui, j'ai déjà eu la chance de m'y rendre.
il y a quelques années déjà. Alors, c'est sur un très gros bateau, hein, donc, rien à voir avec la petite coquille de noix de Oliver Hare. On se trouvait sur un brise-glace immense qui faisait 170 mètres de long, donc vraiment immense bateau. Et on a aussi eu des tempêtes hein, avec des vagues de presque 20 mètres. Mais sur un bateau qui fait 170 mètres, c'est peut-être moins impressionnant que sur un petit voilier. Alors ça, je veux bien le croire, mais ça doit quand même être assez impressionnant. Ok, magnifique. Bon, écoutez, je crois que on peut tous applaudir vraiment Samuel. Merci infiniment, Samuel, pour ton temps, pour tes réponses. Il y a eu beaucoup de questions. Malheureusement, il y a plein de questions, on ne peut pas répondre parce que bon, voilà, il y a trop de monde. Mais en tout cas, merci pour ta participation à cette conférence. Avec grand plaisir et merci à tous et toutes pour votre intérêt. Voilà, alors du coup, pour la suite du programme, eh bien, c'est la fin de cet événement en ligne. À tout le monde, j'aimerais vous remercier infiniment d'être là et d'avoir participé à tout ça. Moi, je vous donne rendez-vous le 10 novembre pour le départ de la course du Vendée Globe où Oliver Hare va prendre le départ. Autrement, nous allons donc publier un module la semaine qui suit le départ pour revenir un peu sur ce départ de course. Et ensuite, nous allons donc continuer notre programme et nous allons pouvoir enfin vivre cette course avec vous tous. Donc, on se réjouit beaucoup et on souhaite vraiment bon vent à Oliver Hare et on lui souhaite bonne chance. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée et à tout bientôt. Au revoir, à tout bientôt. Au revoir tout le monde.